L'accueil de l'œuvre de Simone de Beauvoir telle qu'elle en fait état dans ses mémoires. On cite souvent Les Mandarins, le roman qui l'a fait accéder à la reconnaissance littéraire en 1954 avec le prestigieux prix Goncourt. Mais tout n'a pas toujours été aussi joyeux dans la vie littéraire de Simone de Beauvoir. On ne saurait passer sous silence les invectives, injures de toutes sortes qu'elle dut essuyer et dont ses mémoires se font l'écho. Tout d'abord associée à celles dirigées contre Sartre et l'existentialisme, elle fut ensuite directement et nommément visée pour ses prises de position féministes et pour avoir écrit l'œuvre sulfureuse entre toutes, celle qui est attachée à son nom de manière indélébile, le deuxième sexe. Il faut sans doute y voir l'importance de tout premier plan qu'ont eu et comptent encore ses écrits. Avant 1954, elle dut affronter les rumeurs niant son talent littéraire et qui suggéraient plus ou moins ouvertement que Sartre était à l'origine de tout ce qu'elle écrivait. Elle balaie ces accusations qu'elle met sur le compte du machisme et de l'antiféminisme. Mais Sartre lui-même n'avait pas été épargné par les mauvaises langues. L'animosité envers l'existentialisme. L'œuvre de Sartre déclencha à plusieurs reprises l'animosité publique. En 1945, l'existentialisme athée est dénoncé par le journal La Croix, je cite, comme un danger plus grave que le rationalisme du XVIIIe siècle et le positivisme du XIXe. De l'extrême droite aux communistes, les insultes, l'animosité s'abattent sur les deux écrivains. Même hostilité lorsque Sartre donne des conférences en Suisse en 1945. En 1947 encore, elle fait état d'une polémique largement entretenue par la presse à scandale autour des existentialistes. Saint-Germain-des-Prés, le jazz, Anne-Marie Casalis, Juliette Gréco, Alexandre Astruc, Boris Vian, Pierre Lazareff. Elle parle de compte-rendu venimeux ou malveillant pour une émission ou une conférence, de détails déplaisants ou ridicules, tous rigoureusement faux, de regards salis, de giclées debout. Les mots de Simone de Beauvoir font résonner la souffrance qui résulte de la calomnie et de la malveillance envers l'existentialisme, caricaturé jusqu'à l'extrême. En 1949, c'est la Nouvelle Critique qui éreinte l'existentialisme, puis c'est la revue dirigée par Claude Mauriac, Liberté de l'esprit, qui l'attaque à nouveau. L'existentialisme ne cesse de susciter des polémiques et des condamnations. Boris Vian est, je cite, « condamné à 100 000 francs d'amende pour avoir écrit « J'irai cracher sur vos tombes ». Fin de citation. On rend responsables les existentialistes de crimes, d'assassinats, de suicides, de sacrilèges. Sartre console sa compagne. Il lui dit « L'avantage de notre position, c'est que nous pouvons faire tout ce que nous voulons. Ce ne sera jamais pire que ce qu'on raconte. » Le deuxième sexe. Si le premier volume est bien reçu, selon Simone de Beauvoir, le second déclenche à son tour des réactions d'hostilité et d'agressivité que Julien Gracq dénonce comme une chiennerie française. Ce sont ses mots. On reproche à son auteur l'indécence, l'invention, le travestissement, la divagation, le délire. Citation, un festival d'obscénité, fin de citation, se déverse alors sur Simone de Beauvoir. Elle écrit « Je reçus, signés ou anonymes, des épigrammes, épîtres, satires, admonestations, exhortations. Insatisfaite, glacée, pris à pic, nymphomane, lesbienne, 100 fois avortée, je fus tout, et même mère clandestine. » Mauriac lui-même écrit aux collaborateurs des temps modernes, citation, « J'ai tout appris sur le vagin de votre patronne. » Les invectives la désignent dans les endroits publics qu'elle fréquente avec Algren. Elle tente de comprendre le mécanisme de cette haine qu'elle attribue à la menace que ressentent les hommes face à la concurrence féminine. Parmi ses amis, certains jettent le livre à l'autre bout de la pièce, dit-elle. Camus lui reproche d'avoir ridiculisé le mal français. Ce sont ses mots. Le deuxième sexe est mis à l'index par Rome.
communistes, marxistes, se rangent aux côtés des détracteurs du livre. Parmi les défenseurs de l'ouvrage, hormis Sartre et l'équipe des temps modernes, il faut citer Janson, Nadeau, Mounier. Simone de Beauvoir évoque ses critiques injurieuses pour plusieurs raisons. Bien sûr, elle ne manque pas l'occasion de leur répondre quand cela est nécessaire, et cela lui permet de préciser sa pensée, de rectifier certaines erreurs, de compréhension de ses écrits et de les défendre. C'est l'écrivaine qui approfondit son art et qui recherche indéfiniment le mot juste. La seconde raison pour laquelle elle fait revivre ses critiques dans son œuvre, c'est à la philosophe qu'il faut l'attribuer. En disciple de Sartre, elle se montre existentialiste dans son écriture, en apportant un témoignage sur ce que fut la philosophie existentialiste dans son temps. Sa position de témoin privilégié, en tant que compagne de son créateur, de cette philosophie du XXe siècle, lui permet de renseigner ses lecteurs, contemporains et futurs, sur l'état de la société à une époque donnée. Sa manière de traiter les idées nouvelles, mais aussi les hommes qui les portent, les intellectuels, les artistes. Il s'agit de contribuer de manière objective à l'histoire d'une philosophie, celle de l'existentialisme, et aussi à l'histoire de la réception de son œuvre. En l'occurrence, il s'agit de montrer la violence, souvent gratuite, souvent démesurée, de ses détracteurs. Enfin, la troisième raison à ces citations désagréables relève de son statut de femme. Elle réagit à ces critiques car elle peut montrer par l'exemple comment s'exprime la rancœur masculine à l'égard des femmes qui osent prétendre entrer dans le cercle réservé et privilégié des écrivains. Elle s'étonne souvent de la virulence de leurs propos, de leur bassesse, et la citation de Mauriac, écrivain catholique, est ici sans appel. Elle fait état aussi de sa déception quand les auteurs de ses propos diffamatoires sont ses amis et qu'ils revendiquent par ailleurs leur humanisme, comme Camus. À ce sujet, elle écrit dans La force des choses « Du fait que j'étais une femme, donc, car il était féodal, pas tout à fait une égale, il lui arrivait de se confier intimement à moi. » S'élevant au-dessus de cette mêlée, elle montre le pouvoir masculin, sa force, son combat pour préserver sa prétendue supériorité sur le sexe féminin. Citation. « On a bien dit devant moi que Colette était arrivée en couchant. Tant notre société tient à maintenir mes pareils dans leur statut d'être secondaire, reflet, jouet ou vampire du grand sexe masculin. » Et elle argumente encore pour protester. « On admet chez nous que la femme pense avec son utérus. Quelle chiennerie vraiment !» écrit-elle dans La force des choses. Écrivaine, philosophe, femme, elle témoigne, fait œuvre anthropologique et sémiologique. À l'égal de Barthes, elle fait l'inventaire des mythologies de son époque qui a vu en elle deux images contradictoires. Je cite, « une folle, une demi-folle, une excentrique, ou une cheftaine, une dame patronnesse, une institutrice. Pour leur opposer sa vérité, et revendiquer une égalité de traitement avec les hommes. Je cite, « Le fait est que je suis écrivain. Une femme écrivain, ce n'est pas une femme d'intérieur qui écrit, mais quelqu'un dont toute l'existence est commandée par l'écriture. » Ces autres ouvrages feront aussi l'objet d'attaques plus ou moins agressives ou démesurément négatives, comme on peut le constater dans l'histoire de la réception, telle qu'elle est rapportée dans son autobiographie. Conclusion. Ce bref panorama sur l'autobiographie de Simone de Beauvoir n'a pour seule ambition que de ramener les lecteurs vers l'œuvre de cette philosophe qui a tant donné à son époque. Il ne prétend pas à l'exhaustivité, mais il suggère des pistes à explorer encore, car on n'a pas encore rendu justice à l'immensité de son talent. Exagérément contestée à son époque, elle continue son chemin d'émancipation des êtres humains, et pas seulement des femmes, même si celles-ci lui doivent beaucoup de leur liberté d'aujourd'hui. Mais pour en revenir à la complexité de son œuvre et à sa richesse, il faut avant tout la considérer comme le témoignage unique d'une philosophe existentialiste qui considère que l'être, comme l'écriture, est toujours en mouvement et qu'il ne faut pas les figer.